Bonjour, je suis Laura Pouliken et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.podcast et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Pour ce nouvel épisode hors série et dernier de la saison, je reçois sur le podcast Alix Alleged, professeure de yoga avec un fort intérêt pour les rituels en tout genre et soins énergétiques. Celle-ci revient pour nous sur l'origine du yoga, sur ses différentes sortes et bienfaits, tout en nous expliquant en quoi ce dernier est un formidable outil de reconnexion à soi pour sortir de sa zone de confort et être aligné. Bonne écoute! Hello Alix. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui. Comme toutes mes interviews, j'ai l'habitude de faire des recherches sur mes invités. Je me suis baladée sur ton site web et tu as dit, je te cite, « J'ai été déconnectée de mon corps pendant des années et j'ai acquis des dizaines de pratiques pour pouvoir transmettre à mon tour. » Qu'as-tu voulu dire par cette phrase ? Ah, j'adore quand on me cite, ça fait toujours un peu bizarre. En fait, je pense qu'on est dans une société actuellement où on est beaucoup dans nos têtes. On nous apprend d'ailleurs beaucoup à être dans nos têtes, dans le mental. À l'école, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus mis en avant. On parle toujours des grandes études intellectuelles, etc. Et un peu moins de tout ce qui est manuel, tout ce qui passe par le corps. Et j'étais complètement dans ce problème, entre guillemets. Là, j'ai fait des grandes études parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et je me suis retrouvée à 24-25 ans complètement coincée dans ma tête, finalement. Et j'avais plus du tout conscience de tout ce que je pouvais faire avec mon corps. Et quand on est coincé un petit peu trop dans sa tête, c'est là que arrive tout ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment ça, c'est cette idée que ça tourne tellement vite dans sa tête que on peut plus arrêter le mouvement et on est complètement coincé dans son mental. Et le yoga, ça m'a vraiment permis de redescendre dans mon corps. Je me suis dit, ah, tiens, déjà, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, très bien. Et puis, je peux faire plein de choses avec ce corps-là. Et puis, de plus être coincée dans ma tête, ça me permet de calmer un peu les choses. Et ça me permet souvent aussi de prendre un petit peu de recul sur certaines situations. Et ça me permet vraiment de ralentir. Et à partir de ce point de départ-là, effectivement, j'ai fait plein d'autres pratiques qui m'ont permis de revenir à ce corps-là. Mais le point de départ, c'est vraiment notre société qui préfère mettre en avant tout ce qui est plutôt intellectuel que corporel. Ouais. Et on est tous un peu coincés dans nos têtes. Hein. Je le vois avec mes élèves, je le vois avec les gens que je masse aussi. C'est vraiment, on est tous coincés dans notre mental. Quand tu dis coincé dans notre mental, tu veux dire quoi par là, en fait ? Qu'on n'a pas conscience de notre enveloppe corporelle ? On a déjà très peu conscience de notre corps. Pour certaines personnes, c'est même difficile de se déplacer dans l'espace. Alors, ça prend des différentes proportions, mais simplement quand on vous dit marcher le pied gauche vers la main droite, pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué
C'est-à-dire, alors, où est la gauche, où est mon pied, où est la main. On n'a plus du tout conscience de notre place, même dans l'espace physiquement. Et après, effectivement, on est coincé dans notre flot de pensée. Tout passe par le mental. Tout passe par la vue, tout se passe par l'ouïe, mais beaucoup moins par le toucher, finalement. Ouais. On est coincé dans cette sphère-là. Exactement. Et quand tu parlais que tu avais fait des grandes études, tu as fait quoi comme études ? J'ai fait d'abord une licence d'art et de communication, et après j'ai fait un master en communication à la base. D'accord. Et puis tu es arrivée T'as fini par prof de yoga. Mais justement, on va en reparler. J'ai envie de commencer cette interview en parlant un peu de l'histoire du yoga, des croyances autour du yoga, parce que c'est vrai que c'est peu quand même abordé. Est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord d'où vient le yoga et qu'est-ce que c'est en fait exactement que le yoga ? Alors, c'est un grand débat. Je suis actuellement plongée dedans parce que je suis en train de préparer la formation pour professeur que je vais donner le mois prochain. Donc, c'est totalement le sujet dans lequel je suis actuellement. C'est rigolo. Ah bah parfait. Voilà. Donc, le yoga, traditionnellement, vient d'Inde. Ça, sur le coup, il n'y a pas de débat à avoir. On ne peut pas vraiment dater parce que c'était une tradition déjà qui était assez orale, et ensuite les écrits c'est un petit peu vague. En tout cas, le yoga tel qu'on le pratique actuellement, c'est quelque chose d'assez contemporain. Ne nous leurrons pas. Il y a des milliers d'années, il n'y avait pas toutes ces postures-là. Le yoga, c'était juste s'asseoir. C'était vraiment de la méditation, finalement. Tout ce qui est pratique posturale, c'est beaucoup plus récent. Et ça a été rajouté beaucoup plus tardivement. On estime plus ou moins que les pratiques posturales sont arrivées vers 1900-1930, tu vois. Donc on n'est pas sur d'une grosse tradition. Voilà. On est assez tardivement quand même sur les positions. Avant, c'était simplement de la méditation. C'est assez vague aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de traces de ça. Et puis quand on a commencé à s'y réintéresser vers 1930, ça avait commencé à péricliter un petit peu en Inde. Mais c'était vraiment, en fait, à la base de la base, dans les textes, le yoga, c'est une façon d'arrêter les fluctuations du mental. Voilà. Donc, au tout début, c'était une pratique plus méditative, plus respiratoire. Et on a rajouté donc assez tardivement les postures comme autre biais d'arrêter toutes ces petites fluctuations internes. Ouais. Et toi, tu es pas mal spécialisée quand même par les troubles, enfin par les problèmes féminins de manière générale. Est-ce que tu sais quelle était la place des femmes historiquement dans le yoga ? Il n'y en avait pas. Voilà. C'est à la base une pratique très masculine. Tous les grands maîtres de yoga et tous les grands gourous étaient des hommes. Je crois que la première femme à avoir été autorisée déjà à prendre l'enseignement d'un grand maître yoga, c'est 1950-1960. Ah ouais, quand même. Voilà. Et je crois que son autorisation, elle a bien galéré pour l'avoir. Et à partir des années 60-70, quand on a eu la grosse démocratisation du yoga et que c'est passé aux États-Unis, etc., il y a eu plus de femmes. Et ce qui est très drôle parce que maintenant, c'est quasiment à majorité féminine. Mais à la base, pas du tout. Il y a plusieurs types de yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ces différents types de yoga et puis aussi comment il est arrivé dans ta vie, comment la pratique est arrivée dans ta vie et celui que tu as choisi. Donc ça fait 3 questions en une. Alors synthétisons. Oui, alors il y a vraiment plusieurs types de yoga et je sais que ça peut faire un petit peu peur quand on veut se lancer. On voit tous ces noms et on se demande mais à quoi correspond quoi.
La façon la plus simple de se débrouiller plus ou moins, c'est déjà de savoir qu'il y a des yogas qui sont plus dynamiques que d'autres. Donc, il y avait des yogas qui vont être du coup un peu plus sportifs, si je peux dire, quand c'est dynamique, et d'autres qui vont être beaucoup plus doux et beaucoup plus calmes. Et déjà, quand on sait vers quoi on veut aller, est-ce qu'on a besoin de douceur ou est-ce qu'on a besoin d'énergie, ça peut nous orienter vers l'un ou l'autre, sachant qu'après, tout est complémentaire. Le yoga de base, on va dire l'ancêtre, le premier-né, c'est le Hatha Yoga. C'est souvent celui dont on parle. Et c'est un yoga qui est pas complètement doux, mais qui n'est pas complètement dynamique. Donc, ça peut être aussi un bon point de départ. Et de ce Hatha Yoga, on a créé d'autres pratiques de yoga qui sont plus dynamiques. Donc, c'est globalement les mêmes postures, mais qu'on a été mettre dans des enchaînements qui sont plus rapides ou plus fluides. Et de ce Hatha, on a découlé un yoga qui s'appelle l'Ashtanga Yoga et le Vinyasa. Ouais. Le Vinyasa, c'est celui que je pratique et j'enseigne. Et après, il y a des choses plus douces, comme déjà le Yoga Nidra, qui est un yoga du sommeil. Donc là, clairement, on va être sur quelque chose de plus doux. Ou le Yin Yoga, qui est un yoga dans lequel on tient les postures assez longtemps, mais dans une idée de relâchement, de lâcher prise. C'est encore autre chose. Donc moi, je pratique et j'enseigne le Vinyasa, qui est un yoga assez contemporain. À nouveau, il est arrivé assez tard. On n'est pas dans faut arrêter de croire qu'il y a une grande tradition de lignée de maîtres de Vinyasa de 2000 ans. C'est pas vrai du tout. C'est d'ailleurs très contemporain et très américain, le Vinyasa en vrai. Et le Vinyasa, c'est la synchronisation du souffle avec la posture. Donc normalement, on fait un mouvement, une respiration, ce qui fait que les choses, elles deviennent très vite très fluides. Et moi, ça m'a assez parlé au début, puisque c'était un yoga qui semble des fois presque un peu chorégraphié, et j'ai fait beaucoup de danse. Donc je me retrouvais des petites bases. Et souvent, c'est un yoga par lequel les gens commencent, parce que il semble assez accessible, il semble assez adapté à tout le monde. Et on peut ne garder que la partie vraiment corporelle de ce yoga-là. Pour les gens qui ont un peu plus de mal avec tout l'enrobage, toute la partie spirituelle, on va dire. Mais qu'il ne faut pas négliger quand même. Et moi, je suis tombée dedans parce que j'avais un travail de bureau qui ne me plaisait pas, et que j'étais comme beaucoup de cadres stressés parisiennes, j'avais besoin d'une activité. Et on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas du yoga? Alors je suis d'accord, allons-y. Le premier cours que j'ai pris, je crois que c'était un Hatha, et j'ai pas du tout aimé. Et voilà, c'est comme ça arrive. Et j'ai persévéré, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai persévéré. Et donc c'était il y a presque 10 ans, enfin c'était il y a 10 ans en fait. Et du coup, l'offre de yoga il y a 10 ans, même à Paris, elle ressemblait pas à l'offre qu'on a actuellement. Il y avait que 2-3 studios, une dizaine de professeurs, donc c'était plus facile de faire son choix et de faire le tour des possibilités. Et en fait, j'ai choisi, c'est complètement ridicule, mais j'ai choisi une prof un peu au hasard sur Internet. C'était sur Facebook à l'époque, parce qu'elle avait l'air sympa. Voilà. C'est une raison, hein, comme voilà. l'autre. Je me suis dit, elle a l'air sympa. Elle pourrait presque être ma copine. Je vais tenter. Et je suis arrivée complètement un peu en touriste. J'avais même pas de tapis ni rien. Et ça a été un gros coup de foudre sur sa pratique à elle, et qui était un vinyasa. Et en sortant de ce cours-là, je me rappelle m'être dit, ok, il faut que je réserve directement le suivant, en fait. C'est comme ça que je suis tombée dedans. D'accord. Voilà. Et tu te rappelles du nom de cette femme? Oui, bien sûr. C'est toujours ma
toujours une de mes professeurs. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, c'est même une copine, donc j'ai réussi mon coup. C'est Tatiana Avila, si vous voulez. D'accord, je connais pas. J'irai voir. Top. Et est-ce qu'on parle souvent du yoga qui va être lié à la spiritualité? Pour toi, dans quelle mesure ces pratiques s'accordent? À la base, ces pratiques, elles sont qu'une, en fait, déjà. Je sais qu'on est beaucoup, et moi comprise, à rentrer par la porte de la pratique physique du yoga, parce que c'est la plus simple. Et puis, on peut rester dans cette porte-là, mais généralement, au bout d'un certain temps, le chemin, il se fait et on va un peu plus loin. Il y a tellement de choses. En fait, déjà, en reconnectant avec son corps, on reconnecte un petit peu avec... on reconnecte totalement avec soi-même. Et je sais que je suis pas la seule, parce que j'entends souvent plein d'élèves dire ça. On commence à s'autoriser à nouveau à ressentir certaines choses, à s'autoriser à ressentir pas forcément des choses toujours très agréables, mais de ressortir de la peur, de ressortir de la tristesse. Le nombre de personnes qui se mettent à pleurer sur un tapis de yoga à la fin du cours, c'est que il y a vraiment quelque chose qui se passe qui fait que on peut plus trop se mentir, en fait, sur un tapis. On est vraiment face à soi. Et donc, il y a déjà ce mélange de retrouver son corps et de retrouver ses émotions, et de s'autoriser ces émotions-là. Parce qu'il y a plein d'émotions qu'on ne nous autorise pas vraiment dans la société. Ouais. Et à partir de là, après, c'est aussi un peu chacun son chemin. Mais c'est vraiment le départ de OK, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, et ça mérite d'aller voir plus loin de pourquoi ça se passe. Et après, du coup, on peut parler d'énergie, on peut parler de plein d'autres choses, de connexion à quelque chose d'autre. Et ça, c'est après aussi à chacun d'aller voir ce qui lui parle. Ouais, bien sûr. Et comment tu expliques l'engouement pour le yoga depuis quelques années? Parce que c'est vrai que, comme tu disais, il y a 10 ans, les cours se faisaient quand même rares. Enfin, c'était un peu le début, on va dire, du yoga en France, en tout cas, j'ai l'impression. Alors que là, depuis 3, 4, 5 ans, c'est le boom absolu. Tu l'expliques comment aussi, d'une manière un peu sociétale Oui, je l'expliquerai par deux choses. La première chose, c'est encore et toujours le retour au corps. On est tellement coincé dans nos têtes qu'on a besoin de retourner dans nos corps. Exemple, en plus d'avoir été coincé dans nos têtes, on est resté coincé chez nous. Donc la perspective, elle a quand même été très très petite. On a eu comme un champ de vision très petit. Et de récupérer un peu plus d'espace dans son corps, je pense qu'on va retrouver pas mal de gens sur le tapis après le confinement. Enfin, bientôt. Et la deuxième chose, c'est que je pense que les gens... Enfin, je me mets dedans. Actuellement, il y a une recherche de sens. Parce que la société... Enfin, il y a des choses tellement absurdes qui se passent qu'on a besoin de retrouver un sens à certaines choses. Donc, de se reconnecter à certaines choses, alors que ça peut être à nous, ça peut être à la nature. Ça se voit, il y a des gens qui lâchent tout pour aller vivre en nature. Ça, c'est un exemple. Ça peut être justement à trouver quelque chose de plus grand, mais sans passer par une foi religieuse. Parce que il y a des a priori où justement toutes ces religions, elles ont fait aussi partie du bazar qu'il y a actuellement. Et voilà, moi je pense qu'il y a aussi vraiment une recherche de sens. Pourquoi on est là? Parce que c'est tellement bazar, pourquoi, quoi. Ouais, bien sûr. Et toi, justement, sur ton chemin du yoga, donc tu l'as découvert avec cette professeure de yoga. Ensuite, tu as continué, et quand on te lit toujours sur ton site, tu te dis passionnée par les mythes, les mondes symboliques et le féminin sacré. Quel a été ton chemin entre ta découverte du yoga et justement le fait de te spécialiser sur ces choses? Comment ça s'est passé pour toi?
Déjà, je me suis formée pour devenir professeure. Et c'était pas du tout dans un but de reconversion professionnelle. Je l'ai fait parce que je voulais donner des cours à mes copines à la base. Ouais. Et puis, une chose en emmenant une autre, mes copines ont ramené leurs copines qui ont ramené leurs copines. Et après, j'ai bien senti que ma place n'était plus dans un bureau et que j'avais envie d'autre chose. Et c'est la version courte. Hein. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à enseigner tout ça à plein temps. Et en fait, le yoga, les pratiques du corps, les pratiques spirituelles, c'est comme si on entrait par une porte, on se retrouvait dans une pièce, et dans cette pièce-là, il y a plein d'autres portes. Et à partir du moment où on a commencé à explorer, on a envie d'explorer plein d'autres choses, parce qu'on s'est rendu compte que on était capable de plein de choses, et qu'il y avait que la route, elle pouvait être très longue et qu'il pouvait y avoir plein de découvertes sur le chemin. Et il y a aussi le fait que comme on s'est beaucoup reconnecté à soi-même, il y a plein de choses qui reviennent. Par exemple, moi, j'ai toujours été enfant fascinée et complètement happée par tout ce qui est mythes et légendes, contes, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mon enseignement et qui fait partie de ma pratique maintenant, parce que maintenant, je raconte des contes indiens qui ont complètement rapport avec le yoga, par exemple. Et puis, voilà, on commence c'est comme dans un jeu vidéo, on commence à débloquer des niveaux au fur et à mesure. On gagne des niveaux, on gagne des expériences. Le petit bonhomme, il récupère un peu de vie. Et ça donne tellement de perspectives qu'on a envie de se former à plein de choses ou de voir plein d'autres choses, parce qu'on voit à quel point les choses, elles sont vastes. C'est vraiment, hop, mon regard, il y a plein de place. Enfin, la fenêtre s'ouvre. Et du coup, voilà, j'ai fait beaucoup de découvertes, de formations. Et en France ou à l'étranger? En France surtout. Ouais. En France. Avec parfois des profs qui étaient pas forcément français. Mais pour les formations, je suis restée en France. Pas par choix, mais c'est parce que ça s'est présenté comme ça, donc pourquoi pas. Ouais. Voilà. D'accord. Et pour tout ce qui est féminin, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est déjà en récupérant ma conscience de mon corps, j'ai récupéré ma conscience de mon corps de femme. Et en parallèle de ça, j'ai... je pense que j'étais très... cette conscience du corps, elle a débloqué une colère que beaucoup de femmes ont. Et beaucoup de colère face aux injustices féminines de notre société. Ma conscience féministe s'est rajoutée à tout ça, et paf ça a fait ça. Et en fait, j'ai eu envie de passer par le yoga pour aider les femmes à se reconnecter à leur corps féminin, qui n'est pas forcément toujours très simple à appréhender, parce que personne ne nous l'explique et nous guide. Voilà. Et justement, tu parles de pouvoir du féminin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, le pouvoir du féminin? C'est très fort en fait comme terme. Oui. Après, le mot pouvoir, je sais que souvent on en a peur, parce qu'il y a presque une sorte de connotation négative qu'on a associée à notre société, comme si avec la notion de pouvoir, on allait prendre le pouvoir sur les autres. Alors que pas du tout, on récupère juste son propre pouvoir individuel. Le pouvoir du féminin, c'est toute cette magie et tout ce que nos corps de femmes font de bien pour nous, et qu'on a complètement oublié, ou à nouveau qu'on nous a pas forcément enseigné, alors que dans certaines sociétés où il y a certaines époques, c'était totalement le cas. Il y en a beaucoup, il y a plein de choses à explorer, mais par exemple le corps des femmes, je trouve que c'est un exemple assez probant. Le corps des femmes est complètement lié avec la nature,
Et dans le corps d'une femme, il y a exactement les mêmes cycles que dans le monde naturel. Par exemple, le cycle menstruel a exactement les mêmes phases et la même durée. On sait que c'est pas toujours exactement à 1, 2, 3 jours près, mais voilà, que le cycle lunaire. On a les mêmes... on a 4 phases et 4 énergies qui se retrouvent dans plein d'autres choses, qui se retrouvent dans le cycle des saisons, qui se retrouvent dans les 4 éléments. Enfin, voilà, la femme, elle est vraiment, depuis la nuit des temps, imbriquée dans... Elle est imbriquée dans notre terre, dans notre univers. Et ça, on nous a un peu appris à l'oublier. Et pour moi, au contraire, c'est un vrai pouvoir. Ouais, et justement, ça, on va en parler. Il y a une partie de l'interview où j'ai vraiment envie qu'on creuse un peu ce sujet, donc on va se réserver. et juste, comme tu parles beaucoup de féminin sacré, c'est quoi ta définition pour toi du féminin sacré ? Pour définir ça, il faut reprendre le sens du mot sacré. Et le mot sacré, si on ouvre un dictionnaire, c'est plus ou moins la définition de quelque chose à laquelle on doit un respect absolu. Et le féminin, on a un petit peu oublié de le respecter. Le masculin aussi, hein, on le respecte pas comme il faut, mais on l'a quand même mis un peu plus en avant. Donc le féminin sacré, c'est apporter le respect que l'on doit à notre part d'énergie féminine, tout simplement. Voilà. Le yoga, pour qui, pourquoi ? Est-ce que tu peux me dire à qui s'adresse le yoga en fait aujourd'hui et est-ce qu'on peut le pratiquer à tout âge ? Justement, le yoga s'adresse à tout le monde, c'est ça qui est beau et c'est aussi sûrement pour ça que ça a autant de pratiquants. Parce qu'on peut faire du yoga à l'école primaire et on peut faire du yoga en maison de retraite et entre-temps on aura pu faire plein d'autres choses. Alors bien sûr on va adapter la pratique parce que quand même on va adapter la pratique, on va adapter le style de yoga, mais c'est possible de le faire à tout moment de la vie, quelle que soit l'énergie qu'on a, qu'on soit sportif ou pas, qu'on soit justement un homme, une femme ou autre, enfin voilà, ça s'adapte à tout. Il y a une des grandes phrases célèbres dans le milieu du yoga, c'est de dire que c'est pas nous, le pratiquant, qui devons nous adapter à la posture, c'est la posture qui s'adapte au pratiquant. Donc en fait, tout le monde, c'est ça qui est chouette. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui débutent et qui nous écoutent et qui sont pas forcément souples ou enfin qui débutent tout simplement avec le yoga? Oui, c'est vrai que j'avais oublié ce fameux mythe que on ne peut pas faire de yoga si on n'est pas souple. J'avais oublié ça. Voilà. Alors que c'est le contraire, en fait. C'est le yoga qui apporte la souplesse. Si on arrive déjà souple, bon, ça, très bien, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. C'est comme si on disait qu'on était trop sale pour prendre un bain. C'est un peu la même chose. Non, c'est justement en prenant un bain que tu vas être propre. Donc pour commencer une pratique, c'est au début il faut fouiller un peu, j'ai envie de dire. Il faut regarder faut essayer plusieurs choses. Trouver quel style de yoga on a envie de pratiquer. Et en dehors du style, il y a aussi beaucoup la personnalité de l'enseignant qui fait les choses. Il y a des enseignants avec lesquels ça match tout de suite, il y en a d'autres avec lesquels ça passe un peu moins. Et puis ne pas hésiter à mettre son ego un peu de côté et de prendre un cours débutant en fait. Je sais que les gens ils ont beaucoup de mal à faire ça et c'est pas grave du tout de prendre un cours débutant. Mon conseil c'est souvent vraiment d'essayer et de réessayer. Si je sais pas, un cours de vinyasa ça m'a pas plu, pas forcément en déduire tout de suite que c'est le yoga en général qui me va pas. Peut-être essayer un autre yoga, peut-être essayer, je sais pas, un hatha ou même quelque chose de plus doux. Et forcément, ça demande du coup un peu d'investissement parce qu'il y a un petit tâtonnement. Et avec un peu de chance, ça sera tout de suite le bon.
Ouais, et est-ce que tu penses que tout le monde est capable d'aimer le yoga finalement? Bah, euh, il y a une époque quand j'avais commencé à enseigner, j'avais un peu l'impression de prêcher ça aux gens qui me disaient ah, moi j'aime pas, etc. Je leur disais mais si, essaye ou réessaye, etc. Et en fait, je pense qu'on a le droit d'avoir la liberté de pas accrocher, et c'est pas grave. Hmm. Mais peut-être d'avoir tenté quand même avant de dire ça. Ouais. Voilà. Toi, c'est quoi les problématiques des personnes qui viennent faire tes cours de yoga? Enfin, s'il y a d'ailleurs des problématiques. Bah ça, la première, c'est se faire du bien en fait, quel que soit, que ce soit dans son corps, que ce soit en décrochant pendant 1 heure de son quotidien. Euh, c'est vraiment comme si on était happé dans quelque chose, une sorte d'expérience, de voyage, enfin le mot qu'on veut mettre, durant 1 heure. Pendant 1 heure, notre cerveau, il est plus dans notre to-do list, il est sur ce qu'on est en train de faire. Et puis après, basiquement, ça peut être aussi de faire du bien à son corps, parce qu'un corps souple, c'est un corps qui va bien vieillir, c'est un corps qui se blesse moins, euh, et c'est un corps en bonne santé aussi. Euh, donc il y a aussi cette idée-là de sentir un peu moins coincé dans son corps. Et après, il peut y avoir aussi des problématiques de mal de dos, de blessures, etc., qui ne seront pas forcément pour moi, on va dire pour un vinyasa, mais on peut toujours trouver un yoga qui va faire du bien à tout ça. Mais le principal, c'est de faire du bien, en fait. C'est tout. Pour toi, c'est plus un sport ou c'est plus un mode de vie, le yoga? Bah pour moi, déjà, c'est pas un sport. Juridiquement, c'est pas un sport, déjà, parce qu'il n'y a pas de fédération de yoga. Ça n'existe pas. En France, le yoga ne dépend pas du ministère des Sports, mais du ministère de la Culture. Voilà. On n'est déjà pas sur la même législation. Et il n'y a pas de notion de compétition qu'il pourrait y avoir dans un sport. D'être le meilleur, ou d'être le meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, ou d'être le plus rapide, etc. Donc pour moi, c'est pas un sport. Alors de dire que c'est un mode de vie, c'est peut-être très global, parce que quand on dit c'est un mode de vie, on voit tout de suite des gens qui se lèvent à 6h du matin pour faire leur salutation au soleil, et qui après boivent du jus vert et qui méditent toute la journée. Ça peut être un mode de vie juste quand on vient sur son tapis, hein, c'est déjà largement suffisant. Mais il y a une telle connexion corps et esprit quand on fait du yoga, qui fait qu'on peut pas dire que c'est qu'un sport, même si on peut rentrer par la porte sportive, corporelle, et même si on veut y rester. Mais je trouve qu'il se passe quand même quelque chose d'autre. Il y a un truc en plus, dans tous les cas. Mais justement, si on parle des bienfaits du yoga, toi, déjà, quel est ton rapport avec aujourd'hui la pratique du yoga? Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu pratiques? Je crois que ça va faire 10 ans. 10 ans, c'est énorme. Énorme. J'ai un peu du mal avec les dates, mais je pense que ça va faire ça, parce que je dirais 9-10 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté et que ça t'apporte en fait au quotidien? Ça va rejoindre le podcast, ça m'a fait bien sortir de ma zone de confort. On va dire que ça m'a désengluée de là où je m'étais engluée, et où j'aurais pu rester, hein. J'aurais pu rester coincée à cet endroit. Ça m'a déjà redonné, je l'ai déjà dit, mais la conscience de mon corps. Ça m'a redonné confiance en moi sur plein de choses, où je me suis dit waouh, mais je peux faire ça de moi-même, c'est fou. Je peux me passionner pour quelque chose, je peux y réussir, je peux être fière de moi. C'est la seule compétition qu'il y a à avoir. À partir de là, déjà, ça m'a débloqué plein de choses. Quand on a un peu plus confiance en soi, quand on est un peu plus fier, quand on est un peu plus à l'aise dans son corps, déjà, ça débloque pas mal de choses. Ça m'a redonné envie de faire d'autres sports. Alors, j'ai été un peu explorée, hein, j'y suis pas forcément restée, mais
ça m'a donné un peu envie de sortir de ma zone de confort à nouveau, de me dire ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et puis professionnellement, ça m'a fait bouger parce que je pourrais être encore en train de travailler dans un bureau et être un peu triste, pour ma part en tout cas. Et alors que c'était pas la volonté première, ça m'a amenée à être chef d'entreprise de moi-même. Donc finalement, ça m'a fait bouger loin. Et c'est super, je suis contente. Ouais, complètement. Et plus généralement, si on parle des bienfaits, donc tu disais le fait de sentir mieux dans son corps, d'avoir plus confiance en soi, est-ce que tu aurais d'autres bienfaits à nous citer, par exemple, que n'importe qui, en fait, finalement, qui commence à pratiquer le yoga peut ressentir? Ce qui est assez magique, à nouveau, c'est que c'est assez complet. Il y a des pratiques physiques, si on reste juste sur le physique, qui vont soit renforcer, soit assouplir. Là, on est sur les deux. Donc, on gagne de la force, mais en même temps, on ne se bloque pas et on gagne quand même de la souplesse dans les deux. Et on gagne de la force et on gagne de la souplesse mentalement aussi, finalement. On est un peu plus sûr et un peu plus forte. Et la souplesse mentale, c'est de ne pas s'attacher forcément aux trucs qui ne fonctionnent pas ou aux choses qu'on n'arrive pas ou de prendre un petit peu de recul. Moi, je sais que quand j'ai besoin de recul sur une situation, je déroule mon tapis, en fait. Et ça me sort complètement le nez de... parce que des fois, on a l'impression d'être collé au problème et ça me fait vraiment prendre beaucoup de pas d'écart. Et à la fin d'une pratique, je me dis souvent, mais pourquoi j'étais dans cet état-là avant de commencer finalement soit c'est pas si grave, soit j'ai déjà la solution, soit... Voilà. Ça me permet de relativiser aussi pas mal, je trouve. Ouais. Voilà. Au bout de combien de temps on ressent les effets quand on commence le yoga? Tu dirais que c'est immédiat? Je dirais que le premier cours, il peut être très vite addictif. L'effet à la fin, j'adore regarder la tête des élèves, moi, à la fin des cours. Ils ont toujours l'air, si ça s'est bien passé en tout cas, ils ont toujours l'air un peu shootés, un peu entre deux mondes. Et c'est souvent ce moment-là que ils oublient des choses, ils partent sans leur tapis, sans leurs chaussettes, sans leurs chaussures. Enfin voilà, on sent qu'ils sont pas... donc déjà, là, en un seul cours, on a déjà ça. Et après, je dirais que c'est pas forcément sur la durée. Comme pour toute pratique, il faut pratiquer régulièrement. Donc, ça serait plus... parce que ma pratique, elle est régulière, en fait. C'est toujours mieux de faire un petit peu tous les jours. Là, je vais ressentir qu'il y a des changements que 3 heures une fois par semaine ou une fois par mois. Mais ça, les changements, ils sont assez rapides. Après, ça dépend des gens, ça dépend des corps, ça dépend dans quel état d'esprit on est, etc. Mais il y a toujours des petites choses qui font que on a senti un petit changement, et c'est ça d'ailleurs qui nous donne envie de revenir. Et de là vient le fait que les gens reviennent sûrement. Ouais. Dans les bienfaits du yoga, il y a l'harmonisation du système énergétique et l'ouverture des chakras. Tu proposes d'ailleurs spécifiquement d'harmoniser notre système énergétique. Comment ça se passe, un cours en fait comme ça, et quels sont les critères à prendre en compte pour avoir une bonne énergie? Alors moi, j'ai une grande passion pour les chakras, donc il ne faut pas me lancer sur ce sujet. On va faire un podcast entier. C'est hyper intéressant d'en parler, parce que je pense qu'il y en a beaucoup en plus qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, ce que c'est et comment on les débloque finalement. Donc, Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis, il y a tellement de clichés sur les chakras. Ils ont été malmenés, les pauvres, à base de tu vas ouvrir tes chakras, etc. Si on prend la base déjà, donc nos fameux chakras, c'est des points énergétiques qui sont placés le long de notre colonne vertébrale, qui font circuler l'énergie de bas en haut. Et pour être, on va dire, dans un monde parfait, ça n'arrive à personne, dans un monde parfait où tout circulerait parfaitement bien et où on serait parfaitement parfait, l'énergie, elle passerait par
nos 7 points de base en haut, puis elle partirait du coccyx, puis elle irait tranquillement jusqu'au sommet du crâne en passant par tous nos points de chakra, puis hop, voilà, tout va bien. C'est pas le cas, et c'est le cas rarement pour personne, donc il n'y a pas d'inquiétude. Alors on a 7 chakras, et ils sont tous reliés à une partie du corps et à des besoins énergétiques, des besoins physiques et ou des besoins psychologiques. Et du coup, suivant ce qui se passe dans notre vie, suivant ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, eh ben, il y a des points qui se bloquent. Moi, je donne toujours la métaphore de la route, de l'autoroute. Donc, si tout va bien, eh ben, la voiture, elle roule, elle s'arrête jamais. Elle passe les ronds-points tranquille, elle avance, etc. Elle va jusqu'à destination. Et puis, bah, malheureusement, des fois, il y a des embouteillages. Et des fois, il y a des ronds-points qui bloquent un peu. Et donc, du coup, si l'énergie est bloquée à un certain point, bah, elle ne peut plus monter plus haut. Puisque le trafic est engorgé. De la part de quelqu'un qui n'a pas le permis, c'est quand même assez drôle. Et donc, du coup, c'est déjà très intéressant de voir où est-ce que énergétiquement dans nos corps ça bloque, sachant que il n'y a pas besoin d'être très très avancé pour comprendre. Pour faire rapide, le premier chakra qui est à la base de la colonne, c'est tout ce qui nous raccroche à la terre, c'est tout ce qui est les besoins de sécurité. Donc quand on se sent un petit peu en insécurité, déjà ça bloque à cet endroit. Si je monte un peu plus haut, j'arrive au niveau du nombril. Le deuxième chakra, c'est tous les besoins de plaisir. Est-ce que je ressens du plaisir dans ma vie? Est-ce que je laisse les choses se faire? Et je sais très bien que ça va. C'est aussi la flexibilité. Donc, toutes les émotions qu'on garde rongées ou tous les trucs qu'on n'exprime pas, bah, ça va bloquer à cet endroit. Si je continue à monter, j'arrive au niveau du ventre. Le troisième chakra, c'est le feu, c'est la volonté de faire des choses, c'est la confiance en soi aussi. Souvent, quand on a un petit peu peur de quelque chose, on a mal au ventre, on a le plexus solaire un peu bloqué. Bah voilà, on va chercher. C'est cet endroit-là qui pêche. Celui-là, il est quand même assez souvent soit sur-sollicité, soit sous-sollicité. Sur-sollicité, c'est les gens qui en font trop, qui ne s'arrêtent jamais et qui vont finir par brûler et faire un burn-out, finalement. C'est un peu ça. Ouais. Si on continue à monter, on arrive au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Chakra du cœur, celui-là, il est quand même très simple à comprendre. C'est tout ce qui est amour, empathie, et amour pour les autres comme amour pour soi-même. Donc, quand on n'a plus beaucoup d'amour de soi, on commence à se refermer un petit peu, puis on fait un peu le dos rond, et puis on ferme un peu le cœur. Déjà, là, rien que physiquement, c'est super parlant, finalement. Si je continue à monter, j'arrive au niveau de la gorge. 5e chakra, à nouveau, c'est hyper facile à comprendre, c'est la communication. C'est tout ce que j'arrive ou pas à dire. La communication, ça va dans les deux sens. Donc, c'est tout ce que j'arrive ou pas à entendre et à écouter. Voilà, ça marche aussi comme ça. Tous ces moments où on veut dire quelque chose, puis on fait ça se bloque un petit peu. Là, voilà. Ou quand on a peur de parler en public, quand on a peur de chanter en public, c'est à cet endroit-là que les choses se font. Il nous en reste 2. Après, les 2 autres, ils sont plus du niveau spirituel. Donc, l'avant-dernier, c'est le fameux 3e œil dont on parle souvent. Celui qui se trouve juste entre les 2 sourcils. C'est vraiment le siège de notre intuition. C'est est-ce que j'écoute ma petite voix intérieure? Est-ce que je me fais confiance? Ou est-ce que je suis gouvernée au contraire que par l'action, que par le feu? Dans ce cas, c'est que c'est plus bas que ça fonctionne et c'est pas assez dans l'intuition. Et le dernier, il n'est pas toujours considéré parce qu'il est vraiment au sommet du crâne et on considère même que c'est presque un peu à l'extérieur de soi, comme s'il flottait un petit peu au-dessus de notre tête. C'est la connexion avec tout ce qui est plus grand que nous. C'est un peu la spiritualité. Donc on met ce qu'on veut derrière. Ce qui est plus grand que nous, ça peut être croire en l'univers, croire en un dieu quel qu'il soit, croire en soi. Voilà, mais c'est savoir qu'il y a des choses qui nous échappent. Et ça, on sait bien d'ailleurs.
Voilà. Et si un de ces points-là est un peu bloqué, ou voire plusieurs, il y a des déséquilibres dans le corps et c'est pas grave parce que ça arrive à tout le monde. Mais on peut travailler à essayer de ramener soit un peu d'énergie, soit la faire redescendre dans ces points du corps-là. Et le yoga peut aider, c'est ça qui est magique. D'accord. Et quelle posture, justement, quelle habitude tu conseilles, tu adoptes pour équilibrer ces chakras, pour que l'énergie, elle fonctionne bien? Tu vas avoir des postures différentes suivant le chakra que tu dois travailler, en fait. D'accord. Je peux donner 2-3 exemples pour que ça soit plus parlant. Par exemple, Ouais. si on a le premier chakra, donc tout ce qui est sécurité qui fonctionne pas, on va faire toutes les postures où on va être ancré, où justement on va reprendre conscience de notre base, de nos pieds, de notre bas du corps, où on va ressentir tout ce qui est contact avec la terre, parce que justement ça va nous sécuriser, ça va remettre la sécurité. Troisième chakra, j'en passe comme ça. Troisième chakra, si on manque un petit peu de volonté, de confiance en soi, on va faire des pratiques qui ramènent du feu, justement. Donc c'est tout ce qui donne chaud. Voilà. Tout ce qui se passe au niveau du ventre. Et autre exemple assez parlant, pour le chakra du cœur, ça va être toutes les postures qui nous demandent d'ouvrir la poitrine. Tout ce qui nous demande d'amener la poitrine en avant, ce qu'on ne fait pas. Au contraire, on l'a dit, on a tendance à fermer un petit peu les épaules et à se cacher à l'intérieur. Là, ça va nous demander le contraire, c'est d'ouvrir. Et c'est là que le lien, il est assez fort. C'est que rien que de faire ce mouvement, par exemple, ou cette posture physiquement, on va ressentir qu'il se passe quelque chose dans nos corps, émotionnellement aussi. Et c'est là qu'on peut comprendre qu'il y a vraiment des liens entre tout. Et quand tu proposes de tels cours, comment tu sais en fait à l'avance quel chakra est bloqué pour telle personne pour proposer des positions adaptées? Alors moi, quand je fais des cours collectifs, c'est moi qui choisis quel est le chakra qu'on va travailler tous ensemble aujourd'hui. De toute façon, on a tous besoin de tout, donc ça nous fait pas ça nous fait pas de mal. Et suivant mon inspiration du moment et suivant ce dont j'ai besoin aussi, avouons-le, je me dis, voilà, je travaille aussi un peu comme ça, je me dis, cette semaine, on va parler de telle énergie ou de tel chakra. Donc du coup, on fait tous le même ensemble durant la pratique. Ouais, bien sûr. Et après, si c'est un cours particulier, l'avantage, c'est que ça peut être vu ensemble avec la personne avant, etc. Et adapté. Toi, tu ne fais pas que du yoga. Tu utilises beaucoup d'outils holistiques aussi, l'astrologie, la tarologie, pour aider, enseigner, transmettre. Est-ce que tu peux m'expliquer le rôle de tous ces outils qui m'intéressent personnellement beaucoup? Je pars du principe que une fois qu'on s'est reconnecté à son corps, il y a autre chose avec lequel on peut se reconnecter et qu'on a beaucoup oublié, c'est notre intuition. On a un peu parlé quand j'ai parlé du chakra d'avant. Et on est tous des êtres intuitifs, c'est juste qu'on nous a soit pas trop appris à le faire, soit on nous a dit que ce qui ne se voyait pas n'était pas croyable. Et tous ces outils-là, que ce soit par exemple le tarot, c'est vraiment un outil pour venir se reconnecter à notre intuition. Le tarot, ça va jamais nous donner... moi, je l'utilise pas dans une perspective de lire l'avenir ou autre. Je l'utilise vraiment comme une façon de faire passer le message de notre intuition. L'intuition, elle sait toujours. C'est juste que des fois, elle a besoin d'accessoires pour nous parler. Donc le tarot, il va pas répondre des choses absolument folles. Généralement, il nous dit des choses qu'on sait déjà, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir ou qu'on n'a pas forcément envie qu'on nous mette sous le nez. Et c'est un petit peu la même chose avec l'astrologie. C'est aussi une façon de comprendre quelles sont toutes les énergies qu'on a en nous, quels sont nos potentiels. Et puis après, à nous de choisir de les utiliser ou de pas les utiliser, hein. C'est comme le tarot, il va nous montrer toutes les voies qui se proposent à nous, et puis à nous de nous dire ok, je prends celle-là ou pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est vraiment cette idée de se reconnecter avec cette petite voix intérieure qu'on n'écoute pas. C'est bien dommage. D'accord.
Et toi, justement, tu proposes plusieurs types d'accompagnement, dont la guidance tarot et chamanique. Comment tu conçois ces programmes, en fait, ces ateliers, et à chaque fois, en fait, à quelles problématiques répondent-ils? Enfin, ouais, c'est ça ma question. Et puis après, peut-être, comment ça se passe, en fait, concrètement, quand quelqu'un vient te voir et, par exemple, il va faire la guidance tarot et chamanique, à quoi il peut s'attendre? En fait, ça va être finalement, je vais venir. J'ai besoin de ça parce que j'ai une question sur moi-même ou j'ai une interrogation sur moi-même, etc. Et finalement, moi, en tant que accompagnante, je vais juste aider les gens à récupérer un message de leur intuition. Et que ce soit par différentes voies, alors que ce soit par la voie des cartes, que ce soit par la voie du chamanisme qui est juste une canalisation énergétique en fait finalement, donc c'est pareil. C'est les gens qui viennent me voir, c'est souvent ça. Ils ont souvent des questions, et c'est souvent des choses assez basiques, et qu'on a tous. des questions de est-ce que je dois prendre le chemin 1 ou le chemin 2, est-ce que je dois me lancer dans ça ou dans ça. Et finalement, on sait très bien, on a très bien la réponse. C'est juste qu'on se fait pas assez confiance pour écouter la réponse, et du coup, on a besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui nous donne ce message-là. Mais moi, en tant qu'accompagnante, le message que je donne, c'est pas le mien. Enfin, c'est quelque chose qui était déjà à l'intérieur de la personne. Ouais. Donc, souvent, les gens viennent avec des questions, des interrogations. Ça peut être plus ou moins vague. Ça, en tarot, il y a souvent une question derrière, ça c'est sûr. Et la guidance chamanique, c'est le fait de se connecter un petit peu aux énergies de l'autre. Donc c'est comme si j'allais voir chez quelqu'un comment il va énergétiquement, finalement. Et après, je retransmets ça à la personne qui me l'a demandé. Donc pour une guidance énergétique, ça va être justement de lui dire peut-être quel chakra est un peu bloqué, ou où est-ce qu'il devrait faire attention. Ça peut être aussi de lui conseiller des outils qui pourraient lui faire du bien. Voilà, mais il y a rien de magique, c'est déjà des choses que les gens savent finalement avant de venir me voir. Mais moi, je débloque l'accès, on va dire. D'accord. Si on parle aussi un peu aussi hygiène de vie, c'est très important, voilà, aujourd'hui dans notre relation au corps, dans notre relation au yoga, d'avoir une bonne hygiène de vie. Toi, qu'est-ce que le yoga en fait a changé par rapport à toutes ces routines d'hygiène, que ce soit alimentation, que ce soit beauté, et quels sont les conseils que tu pourrais donner par rapport à ce sujet? Le yoga, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Comme il nous fait récupérer notre corps, c'est toujours lui, il nous fait nous dire qu'il faut en prendre un peu plus soin. Et c'est inconscient, hein, globalement. Donc, quand on a envie d'en prendre un peu plus soin, tout de suite, on change inconsciemment notre façon de manger, ou notre façon de nous maquiller, ou de mettre de ce qu'on met sur nous, finalement. Après, il y a toujours le cliché, effectivement, du yogi qui mange que des légumes et autres. Moi, ma façon de prendre soin de moi, c'est de manger les choses qui me font plaisir, par exemple. Donc, je n'ai pas une alimentation complètement végétarienne, par exemple, mais tout ce que je mange, je le mange on va dire en conscience. J'ai conscience de ce que je mange quand je le mange. Donc, j'ai conscience que peut-être un repas ne sera fait que de gras. Et tant pis, si ça me fait plaisir, et je le mange, mais j'ai conscience que je n'ai mangé que du gras. Et que peut-être après, je vais devoir... oui, j'ai conscience que j'ai mangé que du gras, et tout de suite, mon corps, comme je suis très à l'écoute de mon corps, tout de suite, mon corps me le rappelle, et j'ai pas besoin de me forcer
pour rééquilibrer derrière, en fait, parce que je sens très bien que j'en ai besoin. Donc, c'est comme si j'avais un accès direct à une conversation avec mon corps, en fait. On communique beaucoup l'un avec l'autre. et du coup, c'est beaucoup plus facile de savoir ce dont il a besoin au moment où on en a besoin. Et comme c'est toujours cette notion de sacré aussi, c'est de remettre un petit peu de conscience et d'en prendre soin. Donc, on a, par exemple, plus envie de mettre n'importe quoi sur sa peau ou plus envie de manger des fois n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc, par l'alimentation, moi, ça passe vraiment en faisant plaisir et en étant dans l'équilibre. Voilà, il peut y avoir un excès dans un sens, c'est pas grave, on le rééquilibrera. Et puis après, je sais que pour tout ce qui est cosmétique et autres, je fais de plus en plus attention à aller vers des choses qui sont complètement naturelles, parce que à nouveau, comme j'ai un accès direct à une conversation avec mon corps, maintenant, de toute façon, dès que je mets quelque chose qui l'est un petit peu moins de naturel, j'ai des réactions compliquées. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et comme s'il me disait, ok, non, là, ça c'est pas bon pour toi. Donc, voilà, finalement, c'est pas inconsciemment, mais ça va de soi, finalement, au bout d'un moment. Oui. Quand on avance sur ce chemin-là, ça va de soi de l'étendre à d'autres habitudes, mais sans s'y forcer, en fait, finalement. J'ai envie d'aborder aussi avec toi la partie sur laquelle tu te spécialises aussi pas mal, c'est justement la femme, le féminin sacré. Les femmes, elles peuvent se sentir souvent très mal, souffrir physiquement, psychologiquement, quand les hormones en fait elles prennent le dessus. Toi, tu proposes un stage, se reconnecter à son corps, à ses cycles, à la nature et son intuition. En quoi ça consiste et quel est le type justement de yoga à privilégier pour se reconnecter à ses cycles? Alors moi j'enseigne en plus du vinyasa le yoga de la femme qui est un yoga, alors pour le coup là on est sur un yoga très contemporain parce que c'est un mélange de plusieurs pratiques qui sont justement favorables à l'équilibre hormonal et l'équilibre émotionnel des femmes. Donc, par le yoga, on peut déjà hormonalement équilibrer pas mal de choses, et ça c'est chouette. Il y a des pratiques qui sont faites pour. On a aussi la possibilité d'adapter sa façon de pratiquer le yoga suivant les phases de son cycle. Et il y a des postures qui font énormément de bien à certaines phases du cycle. Donc ils peuvent complètement nous aider. Et durant mes stages, ce que j'essaye en tout cas, j'espère que j'y arrive, ce que j'essaye de faire, c'est de redonner aux femmes le plus. Je t'entends plus là. Je t'entends plus. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends là, ouais. C'est parce que j'étais partie brancher mon ordinateur. Bon. D'accord. Donc, ce que j'essaye de faire durant mes stages, en tout cas, j'espère que ça fonctionne, c'est de redonner aux femmes le plus de clés possible sur leur corps et sur la façon dont ils fonctionnent. Parce que je pars du principe que le savoir, c'est aussi le pouvoir. On revient à cette notion de pouvoir, d'ailleurs. Et donc, ça peut passer par des choses... j'allais dire très basiques, mais en fait, c'est pas si basique que ça parce qu'on est beaucoup à pas avoir toutes les infos. Comment fonctionne un cycle? Quels sont les mouvements hormonaux, énergétiques qui se passent durant un cycle? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Déjà, avec ça permet de déculpabiliser beaucoup de choses. Et je le vois d'ailleurs pour certaines. C'est aussi de redonner le savoir sur comment ça se passe dans notre corps, à quoi ça ressemble, comment les choses sont imbriquées anatomiquement. Et là, c'est pareil, il y a souvent des prises de conscience qui sont assez superbes. Et beaucoup de femmes se demandent pourquoi on leur a pas enseigné les choses
avant. Moi aussi, je me demande toujours ça, mais bon, voilà. Mais c'est quoi concrètement comme conseil, en fait, ce qu'elle découvre pendant ces séances? Bah, là, si je te donne les réponses, je vais aller dans des cas très concrets, mais rien que anatomiquement, la façon dont s'imbrique un utérus dans le corps, personne ne l'a vraiment vu parce qu'on nous a toujours foutu une image toute plate avec un triangle et 3 ronds. Et rien que de mettre un peu de conscience sur ok, dans votre corps c'est comme ça et vos ovaires ils sont à cet endroit là et ils font cette taille là et à côté d'eux il se passe ça, déjà là on a des mini révélations. Et puis après pour tout ce qui est cycle menstruel, il y a plein de petits conseils aussi qu'on peut donner, que ce soit d'hygiène de vie ou de quotidien, tout basiquement, sur les différents ce qu'on peut faire à différents moments du cycle. Et par exemple, je vais donner celui-là parce que celui-là il est quand même et c'est un peu mon cheval de guerre, c'est que le moment des menstruations dans le corps, c'est un moment qui est fait pour se reposer. Et point, en fait. Donc, c'est normal d'être fatigué, c'est normal de vouloir dormir, c'est normal qu'à ce moment-là du cycle, on préfère rester en pantoufles devant Netflix et qu'on n'a pas envie d'aller faire 1000 interactions sociales et qu'on a envie de rester toute seule. C'est totalement normal. Et rien que de replacer ça dans son quotidien, ça déculpabilise de plein de choses. Parce qu'on nous demande en tant que femme d'être toujours un peu linéaire, en fait. D'avoir toujours envie des mêmes choses du 1er du mois au 31 du mois, d'avoir toujours la même énergie, toujours la même forme, alors que pas du tout, en fait. Un cycle, c'est cyclique, donc forcément, ça monte et ça descend. Et donc, de replacer ça, déjà, on se dit « Ah, ok, très bien. » Donc tout ce qui m'arrive est absolument normal et arrive aux autres femmes. Et comme on ne se parle pas entre nous forcément de ça, on s'en était pas rendu compte. Et la lune a justement un impact sur nos cycles. Tout à l'heure, tu parlais aussi de 4 lunes, je crois. 4 phases de la lune, ouais, c'est ça. 4 phases de la lune. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça et aussi pourquoi il y a beaucoup plus de naissances les nuits de pleine lune, enfin, un peu nous parler de la femme et de la lune, en fait. Bah oui, avec plaisir. Ce qui est superbe, c'est que effectivement, le cycle de la lune dure en théorie le même temps que le cycle des menstruations, soit 28 jours. Donc, à nouveau, ça c'est très théorique pour le cycle des menstruations. Mais en tout cas, il y a 4 phases qui ont toutes les 4 la même énergie que les 4 phases du cycle menstruel. Donc, on a les mêmes montées d'énergie et les mêmes descentes d'énergie. Donc, en fait, une femme, par exemple, qui n'aurait plus de cycle, menstruel, elle pourrait se dire, ok, je vais prendre les énergies du cycle de la lune et elle retrouverait finalement des cycles. En tout cas, les énergies de ce cycle-là. Alors après, effectivement, il y a plein de contes et légendes, j'ai envie de dire, sur cette fameuse pleine lune. La pleine lune, c'est le moment du cycle lunaire où l'énergie, elle est la plus haute. C'est pour ça que c'est le moment où on voit la lune en très grand et en très lumineuse. Si on prenait cette phase et qu'on la mettait dans le cycle menstruel, c'est la phase de l'ovulation. Donc c'est le moment où, paf, voilà, l'énergie, elle est à son apogée. Et donc, qui dit beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie haute, fait que effectivement, ça peut se ressentir dans les comportements des gens qui parfois sont un peu plus énervés en pleine lune. On a aussi parfois un peu plus de mal à dormir, simplement parce que si on met l'énergie haute et vive de cette pleine lune sur l'énergie de quelqu'un qui est peut-être déjà à ce moment-là un peu haute, là, voilà, on est on est sur quelqu'un qui va pas dormir. Donc il y a plein de choses qui se passent à la pleine lune.
pour l'anecdote, il n'y a pas que nous qui sommes en montée d'énergie à la pleine lune, il y a aussi les végétaux. La sève des arbres, elle monte durant le cycle lunaire, elle est le plus haut possible à la pleine lune, par exemple. Après, elle redescend. Donc, elle fait comme nous. Ouais. Voilà. Et j'imagine que voilà, il y a aussi pas mal de problématiques de femmes qui veulent tomber enceintes. C'est le but aussi de se reconnecter à ces cycles. Toi, est-ce que tu as pu observer des cas de femmes qui, grâce au yoga, grâce à la connexion, ont pu finalement tomber enceintes? Alors moi, je fais pas de yoga pour la fertilité, parce que c'est encore une autre branche. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui font bien mieux que moi. Alors, pour ce sujet-là, je préfère parce que c'est quand même très sensible et très... quelque chose dans lequel on met du cœur quand on cherche à être enceinte. Donc, je préfère qu'elle soit vraiment très, très bien encadrée. Par contre, moi, j'ai déjà eu des élèves qui ont retrouvé des cycles réguliers ou retrouvé des cycles tout court alors qu'elles n'en avaient plus grâce à la pratique du yoga de la femme, par exemple. Et donc, forcément, déjà, c'est le bon début. Déjà, si je réenclenche mes cycles, après, si mon but est d'avoir des enfants, ça sera plus simple. Mais voilà, on peut ensuite les accompagner encore plus par tout ce qui est yoga de la fertilité. Et ça, il y a très bonne référence en France. Et c'est encore un niveau, enfin pas un niveau, c'est pas un niveau au-dessus, mais c'est encore autre chose. Moi, je m'occupe surtout des femmes qui sont un peu déconnectées de leur cycle, déconnectées de leur corps, et qui ont envie de retrouver, justement, cette connexion à tout ça. Avant de poser les dernières questions que je pose toujours à tous mes invités, est-ce que tu peux nous partager peut-être une petite méditation ou un petit exercice à faire pour oser lorsqu'on a peur face à une situation, lorsqu'on a peur, lorsqu'on n'ose pas, tout simplement? Il y a une petite méditation qu'on peut faire pour s'ancrer, justement pour se remettre dans son corps et quitter son mental. Et c'est assez simple finalement, il suffit, j'aime bien dire il suffit de s'asseoir, c'est déjà bien. Et c'est cette idée que on est aussi des êtres vivants sur cette planète comme les végétaux, et que nous aussi on peut avoir comme des petites racines. Donc c'est vraiment d'aller respirer en fermant les yeux et en s'imaginant qu'à chaque inspiration, c'est comme si je puisais dans la terre toute l'énergie dont j'ai besoin. Et à chaque expiration, je fais redescendre l'énergie dans la terre comme si j'avais des racines qui progressivement vont descendre dans le sol et s'ancrer. Donc c'est vraiment, j'inspire, je récupère l'énergie de la terre, alors elle peut même monter le long de ma colonne vertébrale, le long de mes chakras, c'est bien fait. Et à l'expire, ça redescend, je me redépose sur le sol. Et c'est comme si vraiment je déployais des racines. Puis je peux imaginer qu'elles vont de plus en plus profondément à chaque expiration. Et ça permet presque de faire comme un nettoyage. J'inspire ce dont j'ai besoin. Et j'expire, je laisse à la terre ce dont j'ai plus besoin là tout de suite maintenant. Elle s'en occupera, elle le recyclera, mais moi j'en ai plus besoin. D'accord, merci beaucoup. De rien. Je vais te poser les dernières questions que je pose toujours à la fin de l'interview. Oui. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux, dans tes accompagnements, dans tes cours? Est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga? Le retour de cette question. Qu'est-ce qu'on me pose le plus? C'est dur. Je sais qu'on souvent me demande comment j'en suis arrivée là aussi. Après, il y a ce fantasme actuellement pour beaucoup de changer de vie. Et parce que justement, ce qu'on fait n'a plus beaucoup de sens. Et du coup, souvent, effectivement, j'ai beaucoup de questions sur la reconversion, sur comment j'en suis arrivée là, quelle formation j'ai fait, etc.
Ça revient assez souvent. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et pourquoi ? Plusieurs choses, mais une des principales choses, je dirais, c'est d'être en lien avec plein de personnes différentes. Bon, c'est pour ça que j'ai très mal vécu le fait de devoir donner des cours sur Zoom. Ouais. J'ai très hâte de revoir des gens et d'effectivement d'être dans lien avec, avec plein de personnes qui viennent d'histoires différentes, d'endroits différents, qui sont pas forcément là pour la même chose et qui pourtant pendant 1 heure font la même chose au même endroit. Il n'y a plus trop de différence sur un tapis. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que j'ai pas de routine en fait. Alors certes, il peut se passer la même chose tous les mardis à la même heure, mais chaque enseignement, chaque stage, chaque élève est différent, donc c'est toujours ça change en fait. D'accord. Toi, j'allais te demander justement tes routines pour être bien physiquement et mentalement. Me faire plaisir. Mes routines, elles sont très basiques. Je dors beaucoup parce que j'utilise beaucoup d'énergie, même si elle n'est pas forcément physique, mais j'utilise beaucoup d'énergie dans la journée. Donc il y a quand même ce fait de... C'est comme un petit droïde qu'il faut recharger pendant la nuit. Du coup, je dors beaucoup et je prends... Je fais attention de prendre des temps seuls assez régulièrement où je vais pas faire forcément des choses qui vont me demander beaucoup d'efforts. Donc, c'est-à-dire tout simplement, c'est la routine géniale, de me poser devant Netflix, quoi, en fait. Ma routine, c'est de faire attention à comment je dépense mon énergie et de pas trop m'éparpiller dans tous les sens. Donc, ça demande de bien dormir et de prendre des temps pour soi, quoi qu'on y fasse, mais vraiment des temps pour soi, de ne pas être toujours dans le social tout le temps. Ouais. Quels sont tes livres préférés ? Ah, oh là, quelle question! Si tu voyais actuellement ma bibliothèque, tu saurais qu'on a un problème pour cette réponse vu le nombre de livres qui s'y trouvent. Je suis en train de balayer des yeux les livres. Ça dépend dans quel domaine. Dans le développement personnel. Dans le développement personnel, moi j'aime beaucoup une autrice, utiliser les bons mots, qui s'appelle Elizabeth Gilbert, et qui a écrit par exemple un ouvrage qui s'appelle Comme par magie, et qui parle de notre pouvoir de création à toutes et tous, mais aussi ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est pas complètement édulcoré en version bisounours. Elle parle aussi des à côté et des choses qui sont pas forcément que lumière. Il y a un peu d'obscurité aussi. Donc par exemple de dire que vivre de sa passion, ça peut être très chouette, mais qu'on a aussi pas que des côtés positifs. Mais voilà, ça va être ma référence du jour. On va rester là-dessus. D'accord. Tes citations préférées? Oh là 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 là. C'est ce moment où je me dis que j'aurais dû préparer ce passage. La spontanéité, tout ça. Ma citation préférée. Là, comme ça, tout de suite, celle qui me vient, c'est une citation d'Anaïs Nin qui dit nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. Que j'aime bien. Parce que j'aime beaucoup Anaïs Nin aussi. Donc, hop. D'accord, je connais pas. J'irai découvrir. Un échec que tu as surmonté? Un échec. Si tu en as. Oh, j'en ai plein. C'est pour ça qu'il faut choisir. On peut, il y en a beaucoup, hein, comme tout le monde, faut pas croire. Un échec que j'ai surmonté. Après, le truc, c'est que a posteriori, j'ai tendance à plus voir les choses comme un échec. J'ai tendance à me dire que ça a peut-être raté, mais c'était pour une bonne raison et que ça m'a emmenée sur une autre voie. Donc,
j'ai des périodes qui sont plus sombres, j'ai des périodes où ça rate, mais est-ce qu'il y a vraiment des gros échecs heureusement d'ailleurs, tiens. Non. Mais après, dans le milieu du yoga, on n'est pas sur un emploi très stable non plus. Donc c'est assez facile du jour au lendemain de perdre ses cours parce qu'on reste auto-entrepreneur. Donc dans les échecs que j'ai eus, c'est par exemple de me retrouver du jour au lendemain avec, je sais pas, 6 ou 7 cours en moins. Mais en même temps, sur le coup, ça m'a paru être un échec terrible, mais ça a amené de l'espace pour quelque chose d'autre après. Donc, voilà, moi, l'échec, voilà. On reconstruit derrière. D'accord. Et ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast, qui est une question qui n'est pas du tout facile. Chouette. Ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement. Très bien, très bien. Ma définition du risque. La définition du risque, c'est de sortir de sa zone de confort, mais en écoutant son intuition qui nous dit que c'est quand même là qu'il faut aller. Parce que le risque, c'est sortir de sa zone de confort, c'est d'aller à un endroit où qu'on ne connaît pas, dans l'inconnu, etc., quelle que soit l'immensité ou pas de sa zone de confort. Mais d'écouter notre intuition qui nous dit si en fait tu devrais quand même essayer d'aller par là, même si c'est un tout petit pas, même si c'est en plusieurs étapes, t'as besoin de faire un énorme pas d'un coup, va juste voir ce qui se passe et puis au pire si ça marche pas, tu reviendras te cacher dans ta zone de confort, c'est pas grave. Ouais. Mais le risque, c'est l'intuition qui nous envoie un petit message et qu'on le perçoive comme ça ou pas, mais qui nous tapote l'épaule et qui nous dit tu devrais essayer d'aller voir ce qui se passe, juste aller un tout petit peu plus loin que là où tu as l'habitude d'aller. Je vois comme ça. Et puis ouais, super. Une toute dernière question, mais c'est justement pour comment dire, pour faire que ce podcast continue. Quelle personne tu auras envie d'écouter sur le podcast sur justement cette notion d'oser, de sortie de zone de confort et de prise de risque? C'est dur. Parce qu'en plus, j'ai regardé, il n'y avait que des gens très bien qui sont déjà passés. Une personne qui t'inspire, que tu as envie d'entendre, tout simplement. J'y pense parce que j'ai son livre sous les yeux, mais peut-être que j'y pensé même s'il n'y avait pas son livre sous les yeux. C'est une autrice qui s'appelle Maureen Wingrove, dont je viens de lire le livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est son premier roman, donc c'est quand même la première fois qu'elle ose écrire autre chose que de la bande dessinée, donc il y a une prise de risque. Ouais. Et c'est c'est l'histoire de comment pendant 5 jours, je crois, elle est partie toute seule dans une abbaye en Bretagne pour faire le point sur sa propre vie. Voilà. D'accord. Donc en matière super de prise, en matière de pied dans l'inconnu, ouais, je pense qu'on est pas mal. Et le livre est superbe en plus. Donc, d'accord. Bon bah super. Je vais la contacter. Chouette. Génial. Bah merci beaucoup Alix pour tout ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter l'Aléa. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré. Retrouvez le podcast sur Instagram à lalea.podcast et à bientôt pour un prochain épisode.